Alors, ici une vidéo importante qui concerne la diffraction de Fraunhofer. Alors, on refait le point sur ce qu'on a déjà vu. Quand on a une pupille f qui dépend de x et de y, on peut prédire l'image sur un écran d'observation qui dépend de x' et du y' à partir d'une intégrale. Si on se place à distance assez importante, eh bien, on peut faire quelques approximations et notamment, on peut dire que le rayon est égal à la distance d'observation. Mais ça, on peut le dire que sur le terme qu'on a dans le dénominateur de l'intégrale. On ne peut pas l'inclure dans le terme de phase, car là, eh bien, on a besoin d'une précision d'ordre un peu interférométrique, donc on doit y aller avec plus de pression. Donc ce qu'on va faire pour le terme interférométrique, eh bien, on a fait un développement limité, ce qui a fait apparaître deux termes. Un terme qu'on appelle le terme de Fresnel, l'autre terme qui est le terme de Fraunhofer, et suivant la distance de la pupille à laquelle on se place, il y a un des deux termes qu'on va pouvoir négliger. Notamment, si on se place loin, eh bien, le terme de Fresnel devient négligeable devant le terme de Fraunhofer. Donc la condition qu'on a vue, c'est la distance Z0 doit être bien supérieure à la taille caractéristique de la pupille prise au carré divisée par 2 fois la longueur d'onde. Donc voilà, on a ici une simplification sur R qu'on peut réintégrer dans notre terme de phase, et il y a un terme EIKR0 du coup qu'on va pouvoir sortir de notre intégrale. Donc ce qui va nous rester dans le terme de phase, c'est un terme KIX' et KYY', les tout divisés par Z0. Et là, on va pouvoir trouver une autre formulation pour cette même intégrale en utilisant le vecteur d'onde petit k. Alors, ce vecteur d'onde petit k, je vous rappelle, il donne la direction de propagation du rayon diffracté. Donc cette direction du rayon, ici on va l'illustrer par exemple suivant la direction verticale. Eh bien, cette direction elle est donnée par la coordonnée ky divisée par le module de k. Mais quand on est à grande distance, on peut aussi faire quelques approximations et trouver une autre expression pour cette direction dans la direction verticale. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme approximation? Eh bien, on peut considérer qu'on a un angle très faible et donc la direction formée par PM ou bien par OM est similaire. Donc c'est ici plus simple de prendre la direction formée par OM, car cet angle, on peut le calculer facilement. On repère tout de suite que la tangente de cet angle, c'est O'M, c'est-à-dire Y', divisé par Z0. Et comme nos angles sont très faibles, eh bien la tangente de cet angle, c'est égal également à cet angle. Donc notre direction, c'est Y' divisé par Z0. Donc du coup, ça va nous permettre, en égalisant ky divisé par k et y' divisé par z0, d'écrire que ky, c'est égal au module du vecteur d'onde k, c'est-à-dire 2π divisé par lambda, multiplié par y' sur z0. Donc ça, c'est une relation qu'on aura l'occasion de réutiliser, donc c'est bien de la garder en tête, même si on la retrouve très rapidement. Donc là, c'est pour ky. Pour kx, on peut écrire quelque chose d'extrêmement similaire. Kx, ce sera k, x' divisé par z0. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que dans l'expression du terme de phase qui est inclus dans l'intégrale, eh bien, on a bien k, on a bien x', y' et z0. Donc ça va nous permettre de faire apparaître eh bien, kx et ky. Et là, c'est extrêmement intéressant parce que qu'est-ce qu'on reconnaît? On reconnaît l'expression d'une transformée de Fourier suivant les fréquences spatiales kx, ky. Donc là, on fait cette intégrale qu'on voit, c'est en fait la transformée de Fourier de la pupille f. Donc là,
on a quelque chose de très simple pour exprimer le champ qu'on a sur notre écran d'observation quand on est dans les conditions de la diffraction de Fraunhofer, c'est-à-dire une diffraction à grande distance. On dit parfois aussi une diffraction à l'infini. Donc voilà, ce champ AM, il est proportionnel à la transformée de Fourier de la pupille. Donc quelque chose vraiment de simple. Si on veut l'intensité, eh bien l'intensité, elle, sera directement proportionnelle au spectre, c'est-à-dire à la transformée de Fourier dont on a pris le module au carré. Alors là, ce qui peut paraître un petit peu gênant, un peu déroutant, c'est que d'un côté, on a quelque chose qui est exprimé en fonction de x', y', qui sont les coordonnées naturelles d'observation, et de l'autre côté, c'est en fonction des fréquences spatiales kx et ky. Donc je vous rappelle comment on va faire le passage de l'un à l'autre. On réutilise juste les relations qu'on a trouvées précédemment, c'est-à-dire kx qui vaut 2π sur lambda, x' sur z0, ky 2π sur lambda, y' sur z0. Et voilà, on a notre expression de i en fonction, cette fois-ci, bien de x', y', et puis de la distance z0. Donc ce résultat, eh bien, faut l'avoir en tête. On va le réutiliser dans les 3 vidéos qui suivent. C'est aussi quelque chose qu'on réutilisera dans le cadre du chapitre suivant, du chapitre 6 sur la formation des images. Donc là, le gros point à retenir, c'est que la forme observée dans l'espace direct est directement le spectre en fréquence spatiale à un facteur de dilatation près. Donc la conséquence qu'on va avoir, c'est que dans le régime de Fraunhofer, on va toujours conserver la même forme qui sera le spectre de la transparence pupillaire. On va avoir une dilatation qui va être exercée sur ce spectre, et ce facteur de dilatation, on le voit apparaître à travers les expressions qu'on a, c'est lambda z0 divisé par 2π. Donc là, on voit directement que plus on va s'éloigner de la pupille, plus la tâche de diffraction s'agrande, et là, on a une évolution qui est proportionnelle à la distance à laquelle on se place. C'est-à-dire que si vous écartez d'un facteur de votre écran, eh bien, basiquement, votre tâche de diffraction sera 2 fois plus grande. Ça, on pouvait s'en douter un petit peu, vu ce qu'on avait utilisé précédemment pour la direction d'un rayon ne change pas. Donc si on recule 2 fois, la direction restant à changer, on aura une image qui est 2 fois plus grande. Dans ce facteur de dilatation, on voit aussi l'influence de la longueur d'onde qui est similaire à changer la distance de propagation. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu dans la vidéo précédente. Il n'y a pas de raison que ça change parce que la vidéo précédente était plus générale que la diffraction de Fraunhofer, où là on se limite uniquement aux grandes distances. Alors pour illustrer tout ça, je rejoue la vidéo que j'avais déjà jouée. C'est ici l'évolution d'une figure de diffraction en fonction de la distance de propagation, et on voit que quand on est loin, la forme de la figure de diffraction ne change plus, on a simplement la même forme qui est conservée mais qui grossit et qui grossit au fur et à mesure que je m'éloigne. Et ça, on le retrouve ici sur ces simulations que j'ai déjà eu l'occasion de vous montrer. Les lignes pointillées rouges, c'est la distance qui donne un ordre de grandeur du passage entre la diffraction de Fresnel et la diffraction de Fraunhofer. Au-dessus de cette distance, on est clairement dans un régime de Fraunhofer, et on le voit très bien, notamment sur l'image du bas, où on voit bien cette dilatation de la figure. Plus on avance, plus la figure sera élargie, mais on garde la même forme de figure. Et ce qu'on voit bien aussi, là, c'est l'évolution linéaire de cette figure.